Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui dans ce rendez-vous sur l'innovation sociale pour parler d'un sujet qui semble intéresser tout le monde et qui semble faire se poser des questions à tout le monde. Alors, il n'y a rien de mieux que de très bonnes questions pour réunir 200 personnes comme ça un matin où il fait beau pour essayer de voir s'il y a des solutions aux questions qu'on se pose. Je vais surtout présenter quelques considérations qu'on doit avoir lorsqu'on veut faire de l'évaluation. Et puis, Mme Blandin va pouvoir nous montrer comment elle a résolu toutes ces questions-là en faisant des évaluations concrètement. Alors, c'est le rôle que je me suis donné ce matin et j'espère que ça va susciter des questions et vous permettre d'en poser. Alors, je commence sur cette... Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, c'est un vieux. Je vais m'appuyer sur plusieurs personnes qui ont les cheveux blancs aujourd'hui, ça me rassure. Il est important de mesurer. C'est Voltaire qui disait on va tenir compte des Amérindiens lorsqu'ils seront comptés. On est cependant dans un contexte nouveau, depuis Voltaire, bien sûr. L'évaluation prend aujourd'hui une importance nouvelle. Ce n'est plus juste une technique, ce n'est plus juste un moyen de mesure ou de contrôle, c'est principalement une nouvelle façon d'orienter et de diriger les organisations et les activités qu'on se donne. Il y a des nouvelles demandes de participation aux activités, notamment de participation financière. En même temps, il y a une raréfaction des financements. En somme, on se retrouve en concurrence pour des ressources qui ne sont pas seulement financières, mais qui sont celles aussi de la légitimité de notre action. Alors, on peut voir l'évaluation, à l'invitation de Bernard Perret, c'est pas moi qui l'ai inventé, comme une convention de gouvernance, donc une nouvelle façon de piloter et d'orienter le développement. Il y a différentes raisons d'évaluer. Bien sûr, se démarquer, montrer qu'on est bon. Et comme l'évaluation est encore sous questionnement, c'est aussi l'occasion de se démarquer en profitant de la plasticité de l'évaluation, de sa définition qui peut changer d'une fois à l'autre, et se donner soi-même des bons outils pour montrer ce qu'on fait. Il y a un autre rôle important de l'évaluation, c'est de comprendre. L'évaluation, c'est aussi une modalité de la recherche. Et on peut distinguer évaluation normative, donc on essaie de voir si on a atteint la cible, avec une évaluation, une recherche évaluative, comment a-t-on atteint la cible et comment ferait-on pour l'atteindre mieux? Mais c'est aussi, lorsque on essaie de comprendre, il faut poser des questions, on pose des questions à ceux qui font, et ce faisant, on les mobilise à leur propre production d'impact. Là, évaluer l'innovation, ça pose quand même des petits défis. On doit valoriser sa différence. Donc, on fait quelque chose de nouveau, comme personne d'autre. On est donc non comparable. Donc, on va voir sur le plan méthodologique, un petit défi à relever. Donc, plusieurs motifs à l'évaluation qui se croisent lorsqu'on est au moment de pratiquer l'évaluation et qui font que des fois, on va opter pour une stratégie, une autre fois pour une mobilisation de nos ressources et une évaluation plus formative qui va nous amener à mieux comprendre ce qu'on fait ou pourquoi on n'atteint pas nos cibles, et puis l'idée de développer des valeurs communes, que l'innovation sociale, c'est aussi quelque chose qui doit être codifié, puisque c'est encore faiblement codifié, et si ça demeure innovant, ça va demeurer faiblement codifié. Donc, évaluer l'innovation sociale. Qu'est-ce que ça veut dire, évaluer? D'ailleurs, les méthodologues aiment moins utiliser évaluer que mesurer, puisque dans évaluer, il y a une question de jugement. On évalue par rapport à quoi? Quel est le bon? Quel est le pas bon? Quel est l'ordre de grandeur dans lequel on va se mesurer? Et quelle est la valeur dominante de cet ordre de grandeur? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Et surtout, qui va évaluer? Lorsqu'on parle d'innovation sociale, je ne rentrerai pas dans trop de détails puisque vous êtes des innovateurs, vous le savez. Il demeure que ce que nous faisons en innovation sociale, c'est développer de nouvelles approches. Entre autres, s'insérer dans des failles de marché, des failles d'action publique. Ce que nous faisons là n'existait pas ou était insatisfaisant de la façon que ça existait. Ce faisant,
On est un petit peu déviant. Hein? On dit l'innovateur, c'est celui qui veut faire autrement, mais souvent la boîte dans laquelle il est trouve ça difficile de le voir grouiller comme ça. Et donc, il va tendre à modifier, l'innovateur, il va tendre à modifier les rapports. Il va essayer de réinstaurer de l'égalité du pouvoir là où il y en avait moins. Il va donner aux citoyens un droit de parole. Il va mettre les producteurs, les consommateurs en relation. Ce qui veut dire que l'organisation des pouvoirs, la façon qu'on les voyait traditionnellement, vont être bousculées. Et là, il se complique la vie. Il veut faire de l'économique et du social en même temps, faire du social à travers un outil économique, faire de l'économique qui inclut aussi du social. Ce qui veut dire que les principes dans lesquels on va travailler ne seront pas univoques, on ne sera pas juste en évaluation économique, on ne sera pas non plus seulement en évaluation sociale, il va falloir croiser les deux. Et puis, bien sûr, ce qu'on cherche à discuter, c'est les impacts sociaux, puisque les économistes ont l'impression de savoir mesurer les impacts économiques. Bon, des fois, on conteste leurs mesures en disant, mais est-ce que c'est vraiment de la richesse qu'on mesure lorsque on additionne de la destruction de l'environnement dans le PIB? Bon, vous connaissez toutes ces questions-là. Et là, quand arrive le problème des impacts sociaux, bien, c'est beaucoup plus vaste. C'est comme mon professeur disait, c'est essayer d'observer les astres, et avec notre lunette pour essayer de comprendre les configurations. Mais comme vous, assis ici aujourd'hui, chaque planète, chaque étoile a une réponse à nous donner et que ce n'est pas la même de la planète à côté. Donc, pour évaluer les impacts sociaux, il y a une question de subjectivité, de réflexivité qui s'ajoute, que la science économique prétend avoir réussi à évacuer, bien qu'on puisse le contester. Alors, quelques défis de l'évaluation de l'innovation sociale dans un domaine que je connais mieux que d'autres, celui de l'économie sociale et solidaire. L'idée d'avoir des objectifs mixtes, une mission sociale et une activité économique, qui sont des fois l'activité économique en support de la mission sociale, mais de façon plus prototypique, c'est vraiment faire du social avec un moyen économique. Souvent, comme je le disais, à l'origine, à l'émergence de ces organisations-là, il y a une contestation des modèles établis. Donc, il y a un peu de turbulence. Il y a parfois des conflits. Le leadership est rarement assumé par une seule personne, du moins à l'émergence, et même plus loin dans le développement de l'organisation. Mintzberg, qui n'est pas ici, qui est dans l'université de l'autre côté, parle de communityship. Le leadership, finalement, c'est quelque chose qui est dépassé. Il y a l'importance d'un écosystème. L'innovateur, l'entrepreneur n'est jamais seul. Il y a un réseau d'accompagnement. Le réseau québécois en est un. Il y a des financeurs. Il y a de la formation. Il y a de la recherche. L'innovation s'inspire et s'ancre dans un écosystème qui se maintient après l'émergence de l'innovation, qui doit se maintenir. Il y a une mixité de ressources et donc une mixité de registres d'évaluation. Donc, la mesure, c'est aussi une question de méthode. Alors, selon le manuel, je ne vous embêterai pas parce que vous n'êtes pas venu ici pour ça, puis ça coûte plus cher suivre un cours de 45 heures là-dessus, mais toute intervention produit des effets, ça c'est le classique, mais les effets ne sont pas toujours uniquement positifs. Donc, on peut choisir de regarder que les effets positifs, mais il faut aussi imaginer qu'il pourrait y avoir des effets négatifs, des effets pervers, qu'il n'y ait pas d'effet, que l'effet vu positivement par l'un soit vu négativement par l'autre, puisque, comme je le disais, on est dans le social. Il y a des effets qui sont non voulus, mais il y a des effets qui sont imprévisibles. Et c'est ça la beauté des innovations sociales. On découvre des choses qu'on n'avait pas prévu découvrir. L'entrepreneur pense qu'il va développer une activité dans tel secteur d'activité, combine les ressources, trouve une façon innovante de le faire, et lorsqu'il arrive au moment de produire et de s'inscrire réellement dans l'activité, découvre en quelque part soit que le milieu a plus de ressources qu'il pensait, soit que ses clients deviennent des ressources, et il y a donc des recombinaisons qui se font au moment de l'émergence, mais aussi au fur et à mesure qu'on avance. Donc, il y a des effets imprévisibles de nos innovations et l'expérience des participants, des acteurs, des gens du terrain est absolument essentielle. Au moment de la mesure, le moment de la mesure, c'est une photo, c'est un Polaroid. Ce qu'on mesure maintenant sera-t-il encore là demain? Est-ce que si ça fonctionne aujourd'hui, ça fonctionnera demain? Si ça fonctionne ici, est-ce que ça fonctionnera ailleurs? Est-ce que toutes les initiatives qui ressemblent à celle-ci connaîtront le même sort? Donc,
il faut pouvoir dire, bien là, j'extrapole, mais j'extrapole avec des bémols, hein, pour rester... Il y a toujours les enjeux de viabilité, de validité et fiabilité des indicateurs et de la démarche. Donc, est-ce que la démarche renvoie vraiment au problème qu'on s'était posé, ou est-ce que la cohérence de l'ensemble est assurée lorsque nous sommes en train de faire notre mesure? Validité interne, est-ce que ce qu'on observe est vraiment dû à l'intervention? Est-ce qu'il y a des biais qui se sont installés? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont pu affecter? Dans d'autres situations, est-ce que je pourrais reproduire cette idée et penser qu'elle va avoir le même succès? Donc, comme je vous le disais, je vous invite à un cours de méthodologie à l'université. J'arrête là sur le cours. Qu'en est-il à l'heure actuelle? Alors là, je présente une autre figure qui nous dit, bien finalement, lorsqu'on se met à mesurer, il y a tout de suite un impact sur ce qu'on mesure. Et donc, l'élément mesuré réagit. Dans les entreprises sociales, et là, ce n'est pas moi, mais ce sont des études là, qui regardent ce qui se passe dans les entreprises sociales, qu'est-ce qui se passe sur la question de la mesure d'impact? Pour l'instant, pas de processus normalisé. Les mesures sont assez spécifiques à chacune des organisations, donc on reconnaît bien l'identité et le caractère unique de l'expérimentation ou de l'innovation, ce qui donne beaucoup de flexibilité et de plasticité lorsque vient le temps de produire l'évaluation. Cependant, contrepartie, difficile d'établir des comparaisons. On personnalise beaucoup l'entrepreneur dans ses évaluations, peut-être moins les processus et les autres acteurs qui sont impliqués autour de l'innovation. On évalue le succès, donc au moment où le succès est tangible, et on parle peu des phases qui ont mené à ce succès. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début? Quels ont été les obstacles rencontrés? Comment on a fait pour arriver à ce succès-là? Ce serait intéressant de s'intéresser au processus. En ce moment, il y a une asymétrie d'information. Je m'excuse pour les bailleurs de fonds qui sont présents. La littérature dit qu'il y a une asymétrie d'information importante entre vous et les innovateurs sociaux. Autrement dit, eux savent ce qu'ils font, vous aimeriez le savoir. Ce qui leur donne, étant donné qu'il n'y a pas de mesures uniformes et standardisées, la possibilité de vous dire ce qu'ils croient être vraiment bon. Donc, c'est très bien. C'est cette idée qu'ils sont les experts de leur affaire, c'est très bien. Mais il doit y avoir des moments d'insécurité de la part des bailleurs de fonds. Est-ce qu'il me dit la vérité? Bon, alors là, on fait venir des auditeurs externes qui disent, bien, moi, je vais essayer d'avoir certaines validités dans ce que je vais observer. Et il y a différentes réactions des entreprises vis-à-vis de l'évaluation. Certaines se conforment en disant, ben oui, ça fait partie de la vie. D'autres s'y opposent carrément. Et puis, certaines en profitent pour en faire la promotion de leur entreprise, ce qui est beaucoup le cas des entrepreneurs sociaux. Mais il faut se poser la question, quelle est la cause de la résistance? Pourquoi certains résistent à l'évaluation? Je ne répondrai pas, hein? Mais il se développe une culture du chiffre. Et en même temps, dans les sciences sociales, il se développe tout un discours, toute une réflexion sur les limites du chiffre. Alors, en même temps que dans la pratique, on cultive le chiffre, dans les sciences sociales, on le questionne. Alors, qu'est-ce que le chiffre vient faire dans notre histoire? Il nous permet d'accroître notre légitimité. T'en as fait combien? Ah, j'en ai fait beaucoup. Bon, beaucoup, c'est bien intéressant. Alors, je peux dire que je suis légitime. Je m'identifie à ce chiffre. On parle de jeu performatif auto-entretenu, d'utiliser le chiffre comme une carte de visite, comme une façon de se présenter. Cependant, ce qu'on observe, c'est aussi que cette culture du chiffre, le jeu des financiers dans cette demande de chiffres, a un effet sur les organisations. On va se mettre à faire ce qui produit du chiffre et on va peut-être négliger ou moins faire ce pourquoi on a plus de difficultés à produire un chiffre. Donc, ça devient une sorte de filtre dans l'action. Et on peut se demander, est-ce que tout ce qui est important se mesure, puis est-ce que ce qu'on mesure est ce qu'il y a de plus important? C'est pas moi qui l'ai trouvé, cette question-là. C'est quelqu'un d'un petit peu plus connu. Donc, il y a une question, puis c'est pas d'aujourd'hui, autrement dit, qu'on se la pose, la question. C'est une question stratégique. Autrement dit, l'évaluation, c'est pas une question technique uniquement, c'est aussi une question stratégique. Et il y a des tensions qu'on peut observer sur cet exercice-là. Le premier qui nous concerne aujourd'hui, c'est le fait d'évaluer de l'innovation.
on évalue de la singularité, alors qu'une partie de ce qui est la méthode d'évaluation appelle de la comparaison. Et lorsqu'il n'y a pas de comparaison explicite, il faut se poser la question, quelle est la comparaison implicite? C'est très bon. Mais c'est très bon par rapport à quoi? Et donc, même si on ne l'a pas dit, par rapport à quoi, il y a toujours, en quelque part, un par rapport à quoi. Mais lorsqu'on est en innovation, on est unique, ou à peu près. La question politique, qui évalue quoi, comment, quand? Bien, c'est une question à la fois de reconnaissance. Oui, vous pouvez rentrer n'importe quand évaluer, je n'ai pas de problème, je suis transparent, ce que je fais, j'y crois. Mais c'est aussi une question de contrôle. Est-ce que vous venez évaluer pour m'enlever mes sous? Alors, si l'évaluation est associée à un renouvellement de financement, bien, c'est ce qu'on appelle un biais de désirabilité. Je vais vous montrer ce que je crois que vous voulez voir. Donc, un enjeu de méthode. Il doit me rester 5 minutes, peut-être, je ne sais pas. Encore? C'est ça, super. Donc, il y a un enjeu de méthode. Par exemple, pour prendre un exemple connu au Québec, la méthode des entrées-sorties, le modèle intersectoriel de l'Institut de la statistique du Québec, on peut faire une analyse intersectorielle des impacts économiques de nos activités à partir de ces tableaux entrées-sorties. Cependant, il faut se poser la question, est-ce que tout ce qu'on fait, par exemple dans les entreprises sociales et collectives, entre bien dans le modèle intersectoriel? Sachant, par exemple, que lorsque je suis une entreprise collective, j'ai tendance à faire de l'achat local. Je vais privilégier, peut-être payer plus cher, mais prendre équitable. Je vais peut-être choisir des produits bio. Ce qui fait que dans le modèle intersectoriel, qui accumule des agrégats d'informations sur des industries, mais là, on a peut-être la difficulté à retracer notre innovateur parce qu'il ne fait pas exactement comme les autres. Ceci dit, j'encourage à utiliser le modèle intersectoriel parce qu'il donne quand même une très bonne mesure. La limite de monétariser, de donner une valeur monétaire à ce qui n'en a pas, donc je ne vous expliquerai pas ça aujourd'hui, vous le savez, quand on aime, on ne compte pas, et puis donner n'a pas de prix. L'interprétation des résultats, c'est bon. Comment est-ce que ça aurait été si on n'avait pas eu l'intervention, l'action, l'organisation? Donc, est-ce qu'on peut se comparer à des entreprises classiques, à la performance antérieure de notre secteur d'activité? Les limites des études avec les groupes contrôle, donc on fait un appel en ce moment à faire des études avec groupes contrôle, ce que les Français appellent randomiser. Alors la difficulté, c'est qu'évidemment, souvent on travaille avec des populations très petites, des organisations qui ne sont pas comparables, donc c'est toujours la même question. La limite de la narration, de l'histoire à succès, le success story, bien, il peut y avoir des impacts plus complexes que celui qui est raconté. Il peut aussi y avoir des impacts controversés, et puis on ne sait pas si cette histoire-là peut se reproduire. Les limites de la quantification, ça prend des indicateurs fiables et valides. Et de la généralisation, bien, on sait l'importance du contexte, l'importance des cas d'échec. On ne peut pas juste généraliser des cas de succès. Il y aura forcément des cas d'échec, donc il faut toujours mettre nos bémols à nos mesures. L'accès aux données. Je discutais avec un entrepreneur social qui n'est pas ici, mais qui m'a dit qu'il viendrait peut-être, et qui me disait que lui, entrepreneur social, il avait déjà commencé à accumuler des données et à faire des mesures avant-après. Et donc, cette idée d'avoir, parce qu'on veut l'évaluation au moment où on veut avoir un financement, mais là, où sont les données? Oups, on a oublié de les prendre. Et on n'a surtout pas pris la mesure avant. Donc, la mesure après signifie quoi? Si on avait su ce qui se passait avant, ce serait beaucoup plus éloquent. Comment est-ce qu'on peut isoler la part du succès ou de l'impact? Impact, c'est un effet indirect sur une collectivité. Comment est-ce que je peux évaluer la contribution de mon organisation à ce qui s'est passé? Ou la non-contribution à ce qui se passe? Je fais des emplois en insertion, je mets des gens en insertion, je les sors de l'entreprise d'insertion. Ils n'ont pas nécessairement de travail après, mais ce n'est pas lié à l'entreprise d'insertion, ça peut être lié au marché de l'emploi. Et donc, cette idée que nos impacts ne sont pas nécessairement attribuables uniquement à notre action et qu'il peut y avoir d'autres éléments qui influencent négativement ou positivement ce qu'on voit dans l'environnement. Évidemment, la question qui tue, ça coûte combien faire de l'évaluation? Eh bien, plus ça va être crédible et fiable, plus ça va coûter cher. Ça, c'est la réponse qu'on vous donne. Bien sûr, et c'est vrai, c'est coûteux faire d'évaluation, mais plus les organisations vont être instrumentées elles-mêmes pour
prendre des mesures, sachant le faire de façon à peu près correcte sur le plan d'objectivité, moins ça va coûter cher et plus l'organisation va être en mesure de négocier un package d'évaluation qui va faire son affaire. Je reviens à mes têtes blanches avant de conclure, je pense. Il faudrait. Donc, mesurer ou raconter, hein, c'est un peu ça, les tendances dans l'évaluation des entreprises et d'entrepreneurs sociaux en ce moment. Alors, mesurer, bien sûr, parce que ce qui ne peut pas être compté ne compte pas. Hein, compter au sens de les additionner. Donc, il existe un réel besoin de mesurer les résultats, les effets de l'innovation sociale. Cependant, on sait que la quantification rigidifie la réalité, à la fois dans les organisations, mais dans les représentations sociales. Et à ce moment-là, à partir du moment où on l'a mesuré une fois, on va se mettre à le rechercher à nouveau. Mais si on innove différemment, on va chercher quelque chose qui n'est plus nécessairement aussi pertinent. Donc, il y a un paradoxe de mesurer l'innovation. Il ne faut pas s'empêcher de le faire. Hein? Il y a un paradoxe. Il faut savoir qu'il y a un paradoxe. C'est bien de savoir vivre avec les paradoxes. Le fait de mesurer modifie le comportement. C'est ce que Goodhart nous dit. Il dit que le fait de mesurer conduit à des comportements de sélection. Par exemple, l'écrémage. Alors, je fais des entreprises d'insertion, je suis mesurée au nombre de personnes qui trouvent un emploi ou au temps que je prends pour leur donner de l'employabilité. Bien, je vais prendre des personnes qui sont les moins lourdes à retourner en emploi ou à acquérir les compétences d'employabilité. Et la critique classique des approches essentialistes, hein, je le sais, Dieu existe parce que je le vois, je le crois. L'étude de cas ne prouve pas que les effets sont associés de manière spécifique à l'action évaluée. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça ne veut pas dire que la mesure est capable de le saisir. Et là aussi, je m'appuie quand même sur des gens qui ont un peu de crédibilité pour penser que ce que nous mesurons définit ce que nous voyons, mais vice-versa, on peut mesurer que ce qu'on voit. Quelques suggestions qu'on m'a demandé de... Bien, peut-être je pourrais y revenir dans la période de questions, mais je vais y aller rapidement. Donc, l'idée de favoriser un empowerment des organisations, des innovateurs sociaux, des entrepreneurs sociaux dans l'évaluation. Laissez-vous pas intimider. Ça se fait apprendre à faire de l'évaluation et ça permet de s'outiller lorsque vient le temps de rendre des comptes. Pour ceux qui font de l'évaluation ou qui en commandent de l'évaluation, peut-être une petite invitation à approfondir l'analyse. Il y a différentes étapes dans la vie de l'organisation. Il ne faudrait pas juste la regarder quand elle va bien. Il faudrait s'en occuper aussi quand elle est en démarrage. Il y a des moments importants là. Évaluer de la part de l'écosystème dans le succès. Il y a une focalisation sur un individu. C'est vrai qu'il faut qu'il soit là, l'individu, mais il est entouré. Et c'est important de comprendre ce qui se passe dans l'écosystème pour pouvoir le renforcer puis en maintenir les compétences. Et s'intéresser aux petites organisations qui, ensemble, peuvent avoir des impacts incroyables sur un territoire. Je vous remercie.